En introduction, je voudrais vous lire un passage d'une lettre que je viens de recevoir d'un de mes amis, qui me dit, avant de t'écrire, j'ai voulu revoir l'exposition sur ton père, parce qu'il était venu au vernissage, et il y avait trop de monde, et ça a été un grand bonheur de la revoir dans le calme. J'y ai passé près de 2 heures. Sont revenus à moi tant de souvenirs, heureux enfants qui avaient vécu au milieu de ces toiles merveilleuses, et surtout porteuses d'un message. D'abord, ce fut pour moi le choc. C'est chez vous que j'ai été initié, que j'ai ressenti ce qu'est l'art, et ce qu'il peut apporter de plénitude. Quand ton père parlait d'art, on écoutait, même si vous, les enfants, connaissiez quasi par cœur ce dont il dissertait. Encore que disserter soit mal adapté à son style. Il était professoral sans être pédagogue, ni pédant. Je restais ébahi devant ces toiles, dont je m'imprégnais sans les comprendre, et toi, tu étais souvent impatient, car je restais en éblouissement devant l'Atlan ou les petits maîtres du XVIIe. Alors revoir tout cela m'a bouleversé, et pour écrire comme un homme son XVIIe siècle chéri, la trompette a sonné et la mort est revenue à la vie pour proclamer la gloire. Oui, ton père était un héros du temps de Louis XIV. Ces 2 expositions de Port-Royal et ici sont un hommage nécessaire après la période de l'oubli, etc. Vient celle de la reconnaissance. Bon, je vous donnais ces quelques phrases de cet ami parce que je crois qu'elles situent assez bien ce qu'était papa. Alors j'ai essayé de vous développer quelques images. D'abord, c'est quelqu'un qui est né dans un milieu qui aimait les arts. Alors vous allez le voir, ici vous avez 2 images successives de l'hôtel du grand-père de papa qui s'appelait Alfred Bordelais, qui était un ébéniste célèbre et qui avait une collection assez prodigieuse et qui a joué un rôle très important pour papa parce que papa est né le 14 septembre 1914. Ce qui veut dire que son père a été mobilisé 14 jours avant sa naissance, le 30 août. Et il a pratiquement fait la connaissance de son père en 1919. Et pendant les années de guerre, ma grand-mère s'est installée chez ses parents avec papa. Donc papa a passé les 5 premières années de sa vie là, dans cet hôtel Bordelais, au milieu des œuvres d'art. Alfred Bordelais avait une collection de plus de 4000 œuvres, vous voyez, qui s'entassaient, qui a été dispersée en 1920, 1921 après sa mort. Il a fallu 11 ou 12 ans à Drouot pour disperser cette collection qui était extrêmement célèbre. Et puis, ça c'est du côté de sa mère. Du côté de son père, mon grand-père André était un pianiste qui était premier prix de conservatoire en 1906, qui a fait une brève carrière. On n'en sait pas grand-chose, sinon qu'il a quand même donné plus de 160 concerts entre 1907 et 1914, en soliste ou en accompagnateur, et il a accompagné les plus grands musiciens français, partout en Europe. Pourquoi il a arrêté sa carrière? Est-ce que la guerre a brisé complètement? Pendant 4 ans, il n'a plus joué de piano. Est-ce qu'il n'a pas pu s'y remettre? En tout cas, il a arrêté, il a eu d'autres fonctions, mais là aussi un tempérament artiste. Et son frère était un affichiste célèbre qui s'appelait Géo Dorival, qui a fait, ça c'est son grand chef-d'œuvre, le TMB à Saint-Gervais. Il a un triptyque, il y en a 3. Donc voilà, c'est le milieu dans lequel papa est né et a un peu découvert l'art. Alors, première idée que je voudrais vous développer, c'est que papa a été un découvreur d'artistes. Vous allez le voir ici, j'ai retrouvé ce carton que papa gardait précieusement. C'est l'exposition Jeune peintre de tradition française, exposition qui a eu lieu en 1941 à la galerie Braun, au nez et à la barbe des occupants qui pourtant luttaient farouchement contre l'art dégénéré. Et vous voyez, dans cette exposition, vous y voyez des noms dont beaucoup de peintres sont présents dans la collection de papa, Manessier, Estève, Bazaine, etc., etc. Donc, ça a été un moment pour lui extrêmement important, la découverte de ces peintres. Il était tout jeune conservateur au musée d'art moderne. Il a connu au même moment aussi Pignon, qui était là. Donc voilà. Deuxième découverte qu'il a faite, de Staël. En 1943, de Staël a fait un petit bout d'exposition à la galerie Jeanne Buchet, je crois, dans le cadre d'une exposition d'un peintre qui s'appelait Domela, qui était très célèbre à l'époque, on a un peu oublié aujourd'hui, et Domela avait laissé la place pour quelques de Staël. Et papa a visité cette exposition, il allait beaucoup dans les galeries, et a été fasciné par de Staël, avec qui il a eu des relations extrêmement fortes, on le verra par la suite. Je voulais vous citer quand même sur l'exposition Jeune peintre de tradition française,
un article que papa a écrit, ça doit être en 44 ou 45, et voilà ce qu'il dit. À la question que ce même critique se posait alors, sommes-nous à la veille d'un nouvel âge classique? La réponse est venue en 1941, sous la forme de l'exposition que les jeunes peintres de la tradition française organisèrent à la Galerie Braun et qui marqua la résurrection de la peinture d'avant-garde. Résurrection apparemment paradoxale, puisqu'elle se fit sous les yeux à la barbe de gens qui faisaient profession d'abhorrer l'art dégénéré, ainsi qu'ils disaient. Résurrection pourtant logique, et qui n'eût peut-être pas eu lieu sans l'occupation. Il fallait en effet, pour qu'elle se produisît, une reprise de la conscience française et la nécessité que la présence de l'étranger impose à la France, sous peine de mort, de se dépasser soi-même en devenant plus décidément soi. Sous le coup de fouet de la défaite provisoire, la peinture française ainsi que toute la France se tendit et s'en alla de l'avant. Donc cet article est paru, je crois, en 1945. Troisième découverte, vous avez là le catalogue que papa avait gardé précieusement de la première exposition de Zhao Wuqi en 1949 à la Galerie Creuse. Papa a accepté de faire la préface, il était conservateur du musée d'art moderne, de ce jeune peintre que personne ne connaissait, et papa avait été fasciné par ce jeune peintre. Et Zhao Wuqi, dans un livre où il fait son autoportrait, dit « Je cultive l'amitié car j'ai besoin de cette harmonie avec le monde extérieur. Ces amis rencontrés dès 1949 dans la fidélité réciproque m'ont aidé à m'enraciner dans ce pays au point de ne plus penser retourner vivre en Chine. Le climat était-il favorable pour accueillir d'autres cultures et leur donner la chance de se développer? Je n'ai jamais une seule fois été victime de racisme comme je le craignais. Dès mon arrivée, j'ai été non seulement accueilli et compris, mais soutenu par ceux que je ne connaissais pas encore. Ma peinture a été le maillon du premier lien qui m'a permis d'avoir de nombreux amis, Vadim Elisseev, Bernard Dorival notamment. Dès 1949, j'ai eu l'opportunité d'exposer 36 tableaux à la Galerie Creuse, située avenue de Messine. Bernard Dorival accepta d'écrire la préface du catalogue. Il était conservateur du Musée national de l'art moderne. Que pouvais-je espérer de mieux pour présenter mon travail? Il a été le premier qui ait su définir l'esprit de ma peinture. Il m'arrive de relire cette petite préface et je suis toujours ému de cette sollicitude. Je le trouve infiniment généreux à l'image de ce qu'a été pour moi le Paris de cette époque. Donc, et Zhao Wuqi a été toute la vie de papa extrêmement présent dans la vie de Zhao Wuqi. J'ai retrouvé par exemple une lettre de Zhao Wuqi quand il était à Hong Kong, demandant à papa de faire une lettre auprès des autorités françaises pour permettre à Mai Wuqi, Zhao, sa nouvelle femme, de pouvoir venir en France. Donc ça devait être en 54, 55, quelque chose comme ça. Deuxième aspect dans la personnalité de papa, découvreur, un combattant. On n'imagine pas comme l'art pendant la guerre et l'après-guerre a été un sujet de conflit. Aujourd'hui, c'est plus qu'un sujet de marchandise. À l'époque, c'était vraiment des conflits de nature politique, idéologique très forts. Je vous lis un article qui est paru dans un journal Collabo en 1944, en juin 1944. Signe des temps. C'est le 6 juin dernier, date funeste du débarquement anglo-américain et du retour de la guerre sur le sol de notre malheureux pays, que s'ouvrait à la Galerie de France une exposition bâclée et défaitiste. Le spectacle des choix de M. Dorival est affligeant. Ce jeune historien d'art, que l'on dit brillant, conservateur au musée d'art moderne, entretient ses jeunes élèves de l'école du Louvre d'artistes sémites et décadents tels que Chagall, Soutine ou Modigliani. Cet étonnant personnage a voulu prendre à contre-pied l'objectivisme défendu par notre excellent contraire, contre-pied de ce objectivisme qui, de Fouquet à Derain, n'ont jamais cessé en France d'avoir force de loi. Monsieur Dorival préfère laisser aller de la seule subjectivité des artistes et les 7 définitions, etc. Je vous passe la suite. Mais vous voyez cet aspect, voilà, Libération, on est dans des conflits très forts autour de l'art. Deuxième conflit, vous avez le crise de Germaine Richier. Ce crise de Germaine Richier d'Assy, c'est une histoire incroyable. Il est commandé à Germaine Richier en 1951, il est installé, il fait scandale. Un groupe catholique avait fait imprimer un tract « On ne se moque pas de Dieu », dans lequel étaient retranscrites les déclarations du cardinal Constantini, publiées dans l'Observatore Romano du 13 février 1949, et qui disent, je vous lis, « Il faut prescrire des églises toutes ces déformations et ces dépravations de la figure humaine
que n'arrête même pas l'image du Christ, de la Vierge et des saints, et qui deviennent des blasphèmes visuels. Le Christ fut retiré de l'Église, papa est intervenu avec beaucoup de virulence, je vais vous dire, vous l'avez, et c'est qu'en 1969 que le Christ a été réintroduit dans cette Église. Alors, papa, article dans la table ronde, épurons les églises. Les bonnes nouvelles ne sont pas si fréquentes en cette vallée de larmes et ce siècle de fer pour que je n'en fasse part aussitôt au lecteur de la table ronde et que je n'en éclate en Alléluia. Jugez de ma jubilation quand j'ai su par des témoins, Dieu merci digne de foi, que M. l'évêque d'Annecy avait fait enlever de l'église du plateau d'Assis certains Christ de Germaine Richier qui étaient une insulte à la dévotion des gens bien pensants et un défi au goût des personnes de sens. Voici un ordre des Horatias qui met sagement fin à un désordre inqualifiable et c'est plaisir de voir comment en ce domaine nos évêques s'accordent avec le Kremlin, la Maison-Blanche et feu M. Hitler, concert qui ne laissera pas, je pense, de donner à chacun une bonne conscience. Bon, tout le ton de l'article était virulent et a valu le mois d'après dans la table ronde une sévère intervention d'un philosophe dont vous connaissez sans doute le nom, qui s'appelle Gabriel Marcel, et qui dit « Monsieur le directeur, j'ai été non seulement surpris, mais très profondément choqué par la protestation émise dans la table ronde par Monsieur Bernard Dorival au sujet du retrait du Christ de Madame Richier exigé par l'évêque d'Annecy. Je n'admets pour ma part en aucune manière qu'un critique d'art conteste à l'autorité ecclésiastique le droit de faire enlever d'une église une œuvre qu'elle juge susceptible de scandaliser les fidèles, etc., etc. » On est d'ailleurs dans la même logique que les critiques d'extrême droite qui étaient faites à Jeune Peintre subjectif, hein, là c'est la même chose. Autre combat. En 1955, Chirico déclare « La composition exposée au musée d'art moderne qui m'est attribuée est un faux ». Il demande à ce qu'on le retire, papa publie un communiqué. J'ai pris acte de la déclaration de M. de Chirico concernant la toile composition, qui selon lui serait un faux. Il y a 15 jours déjà que j'ai donné l'ordre de la décrocher pour la mettre dans les réserves du musée. Nous avions acheté ce tableau en 1949 au service de la douane française, qu'il avait saisi à la frontière alors que quelqu'un tentait de l'exporter clandestinement. Toutefois, la seule déclaration de M. de Chirico ne suffit pas pour infirmer l'authenticité de cette œuvre. Pour des raisons qu'il ne m'appartient pas d'apprécier ici, le père du surréalisme pictural renie l'un après l'autre les toiles témoins de son ancienne manière. Alors il faut savoir que Chirico a beaucoup dit « tout ça c'est pas de moi » dans ses toiles surréalistes. Parce que vous savez qu'il s'était devenu mussolinien, se ralliant à la conception de l'art de Mussolini qui avait peu de choses à voir avec l'art dégénéré des surréalistes, et il a petit à petit dit « c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi ». Autre aspect, vous avez ici un article qui est paru dans le Paris Presse L'Intransigeant, où vous avez une convocation au tribunal signée par Lorgeau en disant « On vous demande de venir », il envoie distribuer ça à 5000 exemplaires, on va humilier Bernard Dorival devant le tribunal. Hein. Donc, vous voyez, c'est cet article de journal, quand même, vous voyez, c'est quand même assez violent, c'était la presse à l'époque. Il était défendu, Lorgeau, papa avait, dans un livre qui s'appelle « Les peintres du XXe siècle », avait traité Lorgeau, l'avait traité de tartarin de la peinture, et avait dit que ce peintre confondait expressionnisme et exhibitionnisme. Il avait dit quelques méchancetés dans ça, et Lorgeau l'avait attaqué en diffamation. Je vous donne un petit passage de la plaidoirie de Maître Floriot. Floriot, c'était le grand avocat de l'époque. Hein. Il dit « Monsieur Dorival est un officiel de la peinture. Or, les officiels ont mauvaise conscience et on les comprend. Avec une belle continuité, ils ont méconnu Cézanne, puis tous les impressionnistes de Pissarro à Renoir. Alors maintenant, pour être sûr de ne plus se tromper, ils tombent dans l'autre extrême et sautent dans le dernier bateau. » Je continue. C'est ainsi que M. Dorival s'est fait le champion de la peinture abstraite et on a rempli le musée d'art moderne. Jugez vous-même. Et puis il montre, tenez, voici femme nue dans intérieur et Parc des Princes, à moins que ce ne soit le contraire. Ça vous montre bien ce qu'était le goût des grands bourgeois de l'époque. Hein. Parc des Princes, je vous rappelle que c'est une série prodigieuse de Nicolas de Staël. Hein. Voilà. Alors, il y a eu ce procès. Lorgeau, il faisait des choses comme ça, vous voyez. Il mettait des affiches partout, comme ça. Hein. Donc c'était assez extraordinaire. Donc là, il attaquait Bernard Dorival,
mais qui en France a imposé, soutenu, défendu l'abstrait. Ce sont messieurs Malraux, ministre peineux de la gloire, Dorival, conservateur du musée d'art moderne de Paris, condamné en cour correctionnelle pour diffamation envers leur joue, etc. Et puis il avait un célèbre slogan qui est « La peinture abstraite fait vrai les ânes et je sais plus quoi ». Alors, Papa a été condamné. Ce jugement est un vrai scandale, parce que c'est le droit même à la critique qui a été remis en cause. Et il a été organisé, et vous en avez là, c'est l'image. Ah ouais, regardez, Lorjou, par exemple, a peint, c'est dans le catalogue, le portrait de Papa au bout d'une épée. Alors là, vous avez une lettre qui a été envoyée le 3 décembre 1959 par Sonia Delaunay, Alberto Giacometti, Alfred Manessier, Pierre Soulages, du côté des peintres, Jean Cassou, Raymond Cogna, Jacques Lassaigne et Michel Ragon, du côté des critiques d'art, pour inviter un certain nombre de personnes à un dîner de soutien à Papa qui a eu lieu à la Coupole. Dîner où il y a eu presque 200 personnes et qui s'est terminé comme ça. Lorjou a fait venir un certain nombre d'hommes de main et ils ont attaqué le dîner. Avec coup de poing, Papa a été... Qui était au dîner. On voit une photo d'ailleurs du dîner, là, voilà. Vous avez à la Coupole, Papa a été attaqué, il s'est même défendu, et il est rentré à la maison de la Coupole, c'était pas très loin, encadré par Soulages, Zhao Vouki, quelques autres peintres qui ont servi de garde du corps. Christine Manessier, dans le catalogue, le raconte très bien. Et là, vous avez le dîner de soutien où vous avez d'abord Adam, le sculpteur, puis Jacques Villon, et puis Papa est après, je ne vois pas bien la photo d'ici. Dernier ex-banque de combat, mai 68. Une autre Bastille est à prendre, le musée d'art moderne. Ça, c'est un article paru dans Combat. Je vous lis le début de l'article. Institution sclérosée et inutile. Le musée national d'art moderne est le symbole du musée cimetière. Les artistes conscients d'eux-mêmes se proposent d'exiger sa fermeture sine die en attendant la refonte générale de nos structures culturelles. Pierre Restani développe ici la logique d'un enchaînement de faits désormais irréversibles. L'occupation du musée a pour but sa fermeture, laquelle constituera par là même la démonstration évidente de son inutilité. À partir d'aujourd'hui, tous les artistes concernés par l'actuelle mutation de l'art, des étudiants, des travailleurs, ont décidé d'engager une action systématique et solidaire en ce sens. Alors c'est signé de François Pluchart, qui a été journaliste et critique d'art à ce moment-là. Alors, comme quand même... à l'Assemblée générale de l'Odéon qui a pris cette décision, il y avait Bus, Soulages, quelques autres peintres. Ils ont immédiatement téléphoné à Papa en lui disant « Bernard, il faut que tu fermes ton musée, ils vont venir pour tout démolir. » Alors Papa a téléphoné au directeur des musées de France et au cabinet du ministre de la Culture, qui s'appelait Malraux. Personne au cabinet. Personne. Silence absolu. Tous les hauts fonctionnaires du cabinet s'étaient tirés. Alors il a eu finalement, vous voyez, une note manuscrite du directeur des musées de France, qui s'appelait Châtelain, et qui lui dit vous voudrez bien, compte tenu des événements du moment, fermer et prendre toutes les mesures nécessaires. Donc il a fermé le musée à ce moment-là. Donc c'est assez amusant de voir tout ça. Donc, autre aspect de la personnalité de Papa, un homme d'une intégrité absolue. Je vais vous lire une lettre que Papa a envoyée au directeur des musées de France le 14 mai 63. Monsieur le directeur, permettez-moi de vous demander de bien vouloir accepter en don pour le Musée national d'art moderne un tableau de Kupka, indécise 1920, que la veuve de l'artiste, à qui j'ai rendu visite aujourd'hui, a tenu à m'offrir en souvenir de lui. Contrairement à mon habitude, je n'ai pas pu refuser ce présent pour ne pas attrister par ce refus cette vieille dame malade. Mais comme il n'est évidemment pas question que je le conserve, je vous serai obligé de l'accepter pour mon musée, à qui je suis heureux de le donner. Je vous remercie d'avance et vous prie d'agréer, monsieur le directeur, l'expression, etc. Donc la veuve de Kupka mourut une semaine après la visite de Papa, et indécise, entre dans les collections, vous pouvez voir dans les collections de Beaubourg, on peut voir tous les tableaux, avec la mention « don anonyme ». Autre exemple, ça c'est raconté par mon frère, on sonne à la porte de l'appartement et je vais ouvrir. Un commissionneur apporte un tableau emballé dans du papier et me fait signer la décharge. Quand mon père rentre à la maison, je lui donne le tableau, il le déballe devant moi, c'est une toile de Robert Delaunay. Peu après, je l'entends téléphoner. « Ma chère Sonia, votre don me touche énormément, mais je ne peux l'accepter. Permettez que je le joigne, ce tableau, à la donation de Delaunay. » Enfin, dernier exemple, vous l'avez ici, vous avez un tableau de Cortot qui s'appelle Fusion. Et au dos de ce tableau, il y a une dédicace où il dit
à Claude et Bernard Dorival, leur ami Jean Cortot, 25 février 1977, et avec un nota bene, mon cher Bernard, si vous vous souvenez, il y a quelques années, vous m'avez dit non possumus, mais maintenant je vous dis nihil obstat. Parce que papa refusait, tant qu'il était au musée d'art moderne, tout don de tableau, donc il a dit nous ne pouvons pas, et maintenant qu'il n'était plus au musée, Cortot lui dit ben, il n'y a plus d'obstacle. Hein. Voilà. Autre trait de caractère de papa, c'est que c'était un travailleur infatigable. Il a été en même temps conservateur du musée d'art moderne et créé le musée des Granges de Port-Royal, hein, que Philippe Luez dirige aujourd'hui. De 1947 à 1967, 139 expositions au musée national d'art moderne, dont 54 d'artistes étrangers. Ça fait 7 expositions par an. 130 catalogues et préfaces, je l'ai retrouvé chez lui. Plus de 100 articles. 39 livres. Plus 25 livres en collaboration. On a trouvé dans ces archives, on a classé ces archives, plus de 1400 lettres d'artistes. Donc ça veut dire qu'il leur répondait ou leur écrivait, il y avait des échanges de correspondance. Il a organisé 4 expositions au Japon, dont il était commissaire général. Et en 1954, c'est une exposition qui présentait l'essentiel des collections du Louvre. En 60, si je ne me trompe, qui me présentait l'essentiel du musée d'art moderne. Une autre consacrée à Rouen en 64 et une autre au Delaunay en 79, je crois. Une au Brésil et en Argentine, une en Inde. Tout ça, bon, c'était un travailleur infatigable. Hein. Et c'était, autre trait de son caractère, un homme extraordinairement à l'écoute des artistes. Je vous lis un petit texte d'un peintre que peu de gens connaissent, qui s'appelle Jacques Franck. Et il dit « Il est difficile de parler de Bernard Dorival en termes aussi autres qu'enthousiastes. En 1969, alors que j'exposais mes premières peintures à Paris, Georges et Gégé d'Ormeuil m'avaient conseillé de l'inviter au vernissage, et il n'y vint pas. Heureusement, en un sens, car sa visite le lendemain, papa allait très rarement au vernissage, il disait on ne voit pas les tableaux et on ne voit pas le peintre. Heureusement en son sens, car sa visite le lendemain, survenue dans un moment plus calme, fut une révélation pour moi. Autrement dit, ce fut l'un des événements qui marquent à jamais l'existence d'un peintre. Dorival étudia avec soin l'ensemble exposé. Son pouvoir d'analyse était confondant. Chaque commentaire perçait à jour le sens profond de mon travail. Ce n'était plus une vision critique accompagnée de la distanciation nécessaire, mais une lecture faite avec les yeux de l'âme. J'en fus bouleversé. Comment pouvait-il, en quelques regards, en savoir aussi long sur mon art que sur moi-même ? Alors, je vous, en présentant, là, vous avez quelques photos de papa dans les ateliers. Il allait dans l'atelier, là, c'est dans l'atelier de Chagall. L'image d'après, il est avec Artung, dans l'atelier d'Artung. L'image d'après, c'est avec Manessier. Là, ils étaient dans les plages de baie de Somme, hein, que Manessier a tant peint. L'image suivante, c'est une autre avec Manessier plus tard. Hein, ils ont été très amis toute leur vie. L'image suivante, c'est avec... oui, cette image est amusante parce que vous avez papa, Manessier, Pignon, Giacometti et puis monsieur Cogna. Dans le catalogue, Christine Manessier raconte, ils étaient dans un jury pour la quadriennale d'art italien, mais à cette occasion, ils ont été convoqués par Jean XXIII pour exposer leur demande qui est de la présence d'art contemporain au musée du Vatican. Alors Christine raconte ça avec beaucoup d'humour en disant que Pignon, qui était encore au Parti communiste, et Giacometti, qui était plutôt anarchiste, ont dit « Ouais, c'est un coup de Dorival et de Manessier, vous cathos ». Et papa et Manessier n'y étaient strictement pour rien. Et elle raconte comment Madame Giacometti y a menti, que Madame Pignon a cherché partout un foulard. Et surtout, elle raconte qu'il rentre au Vatican, c'était une entrevue privée, hein, pour voir Jean XXIII, et à un moment donné, il y a un garde suisse qui se précipite en disant « Mais Pignon, qu'est-ce que tu fais ici ?» Et ce garde suisse, qui était italien en l'occurrence, connaissait Pignon, parce que Pignon peignait l'été dans un petit village de Toscane, à côté de ce peintre, ils avaient discuté à cette occasion. Et à la suite de ça, il y a eu rentrée de tableaux d'art contemporain au musée du Vatican. Voilà. Alors après, il y a encore une photo ici avec Manessier et Zach. Hein. Et puis après, on va passer à des... Alors voilà, Estève. Pour vous montrer un peu les relations, là, je vais vous mettre très rapidement des textes avec des images de tableaux. Ici, un Estève. Cher monsieur Dorival, je viens de lire les pages de l'Œil que vous avez bien voulu me consacrer. Je suis ému.
très touché et reconnaissant. Je ne puis toutefois souscrire à vos éloges. L'artiste, bien sûr, aux prises avec les difficultés qui s'amoncellent entre les buts qu'il poursuit, toujours au-delà de ce qu'il parvient à réaliser, ne peut que douter de son talent. Mais votre opinion à l'égard de mon œuvre est pour moi d'un grand réconfort. J'aimerais vous remercier de vive voix. Dès mon retour, je me permettrai de vous demander de bien vouloir faire une visite à l'atelier. Je verrai tout le temps, pas aller dans les ateliers. Image d'après, Bazaine. Cher Bernard, comment vous remercier de votre lettre? Je pensais bien que ces dessins, ces gouaches vous seraient proches. Ils le sont plus encore que je l'imaginais. Et ce que vous dites, vous vous en doutez, me touche au plus profond et me console autant aussi de tant d'articles bien intentionnés, d'où il ressort que je vis un mandarin qui cultive précieusement ses fleurs loin de toute agitation humaine. Merci d'être mon ami. Je vous serre affectueusement la main. Autre lettre amusante parce qu'elle traduit bien aussi les relations que papa avait avec les artistes. Une autre lettre de Bazaine de 1961. Votre carte m'a fait un énorme plaisir. Dans mon affection pour vous et pour votre famille, je suis toujours gêné de non pas sentir, mais savoir le peintre envers le conservateur. À chaque fois que vous avez eu l'occasion d'écrire sur moi, je suis soulagé et me dis que je peux vous manifester de l'amitié sans crainte qu'on la suppose intéressée. Vous voyez que nos rapports ne sont pas simples. Ce qui rassure ma conscience, c'est que je vous sais impartial dans vos jugements et qu'au fond, je me crois un bon peintre. Je suis allé voir ces jours-ci vos enfants. Ils sont superbes, encore allés du soleil saint-gervasien. J'ai trouvé Anne, grande fille bonne, tendre, bien sûr, pas envers moi, mais devant l'espèce humaine et l'univers entier. J'ai vu Gilles, sérieux toujours, mais suivant à la radio le match de rugby du jour, ce qui m'a fait plaisir. Des deux petits ours, parce que mon petit frère et moi, on nous appelait les petits ours, des deux petits ours, je n'ai vu que Jérôme, pour qui j'ai un faible, bien que l'entrain de Pascal me réjouisse. Claude est venu parmi nous et je dois dire encore une fois de plus, nous avons eu l'impression d'une femme extraordinaire. L'image d'après, c'est un Lemoal. Lemoal, dans un entretien avec une étudiante, dit « Nous étions très très amis, j'habitais à côté de chez lui, j'y allais très souvent, je crois vraiment que dans ma génération, on doit beaucoup à Dorival et à Cassou. C'est peu dire que je rencontrais Dorival au moins 2 fois dans la semaine, nous déjeunions parfois chez lui et j'avais vraiment beaucoup d'amitié pour lui. » Image suivante, l'OTAN. Alors ça, c'est une histoire assez incroyable. Lettre de l'OTAN en 61. Je vous remercie infiniment pour le précieux encouragement que j'ai trouvé auprès de vous lors de mes visites au musée. Je tenais à vous dire que vous me manquez, car je peins sans trop savoir ce que je fais et ai besoin des conseils éclairés de l'expert que vous êtes pour faire le point de temps à autre. Je puis dire sans hésiter que vous m'avez aidé à trouver ma voie. Et même si un jour je dois m'avouer vaincu, je vous garderai toute ma reconnaissance pour m'avoir introduit dans ce monde de la peinture auquel je me suis donné. Je suis rentré chez moi et abandonné ma carrière d'officier. Après 12 ans de service, je passe mes jours et mes nuits dans mon atelier et contemple les ruines millénaires de Jaffa avec un peu de fusain et de couleur, mais avec beaucoup de passion et d'émotion. J'essaye d'exprimer le peu que je crois avoir à dire aux hommes. L'OTAN était un colonel des chars israélien qui a vu papa, lui a présenté ses tableaux. Papa lui a dit « mais c'est très bien ». Il a fondu en larmes, il s'est ajourné papa, lui a embrassé les mains, a démissionné aussi sec de l'armée pour se transformer en peintre. On va passer à Sénèche et Vieira da Silva. Lettre de Sénèche et de Vieira da Silva. Ils étaient mariés et femmes. « Cher monsieur Dorival, vous êtes un patron et un ami exceptionnel. Comment vous remercier de tant de bonté et de tant de finesse? Un merci du fond du cœur et si vous permettez, toute notre amitié. » Nicolas de Staël. Tout ça, c'est des tableaux qui sont dans l'exposition. Alors, ça, c'est une lettre très émouvante de Nicolas de Staël que j'ai retrouvée, qui est inédite. 47 ou 49. De Staël ne datait jamais ses courriers. Donc, je ne sais pas. C'est 47 ou 49 parce qu'il fait allusion au Salon de Mai et en 47 et en 49, il était au Salon de Mai. Mais je ne sais pas lequel des deux. Très cher de Rival, voilà. Il se fait que lorsque le tableau qu'on avait accroché au Salon de Mai, dont je vous avais parlé pour vous, le musée d'art moderne, hein, et pour de ça, le musée d'art moderne, c'était Bernard Dorival. Mais revenu à l'atelier, je ne me suis plus senti aussi sûr de moi pour vous le confier. Peut-être j'ai fait quelques progrès. Tout compte fait, lorsque M. Cogna, dont vous avez vu une photo tout à l'heure, à l'époque, ce n'est pas le musée d'art moderne qui achetait, c'était la direction des arts et lettres, et pas pour les vivants. Hein. Et papa faisait des recommandations, M. Cogna ou Mme Lamy allaient voir et éventuellement achetaient et après affectaient au musée d'art moderne. Quand M. Cogna s'est assis devant, je n'ai pas pu m'empêcher de lui en montrer d'autres. Que faire?
Si vous aviez 10 minutes de vie pour moi, venez donc, quand il vous plaira, avec ou sans M. Cogna, pour résoudre ce cas de conscience, bien amicalement. Quelques jours plus tard, nouvelle lettre. Très cher de Rival, vous voilà parti depuis 10 minutes, et c'est déjà trop de temps pour imaginer ce qu'il me faut pour vous donner le tableau du salon de mai. Je ne pourrai pas aller contre ma volonté, je ne pourrai jamais vous dire non, je ne pourrai jamais vous donner une toile dont je ne suis pas sûr. Dites à M. Cogna que je vous donnerai une toile plus tard, ou ne lui dites rien. Excusez-moi si vous le pouvez, je ne sens plus le tableau comme je le sentais, ne m'en tenez pas rigueur, je ne peux pas l'accrocher chez vous, soyez assez gentil de me rassurer, je n'ai qu'un tableau pour vous, le sens c'est tout, croyez-moi, etc. Vous voyez, c'était en même temps sur ce qu'est un artiste, et puis ce rapport avec papa est très extraordinaire. Et puis, en 1953, papa va dans l'atelier de Stahl, il voit un tableau formidable, il dit « Oh, que ce tableau est beau !» Mais Nicolas, maintenant vous êtes trop cher, le musée ne pourra sûrement pas vous l'acheter. Bon, il rentre, le lendemain matin, un taxi arrive, Nicolas de Stahl arrive avec le tableau, il dit « je vous le donne ». Hein. Et, commission, vous connaissez tout ça, il fallait faire accepter la donation par la commission des conservateurs. Donc là, le tableau est finalement accepté. Et Nicolas de Stahl écrit « Très cher de Rival, vous êtes bien gentil d'avoir accepté mon ciel pour votre musée, et je tiens à vous en remercier. » Après, on a un Quinault. Quinault était un homme très merveilleux. Là aussi, une lettre qui montre bien cette angoisse de la création. Je suis rentré chez moi pour un petit moment, car on va m'opérer dans quelque temps à San Selmo. San Selmo, c'était un sana du plateau d'Assy où était soigné Quinault. On m'a découvert quelque chose à la colonne vertébrale et je devrais rester longtemps allongé. Comment arriverai-je à peindre, puisque je serai à plat ventre sur une planche? Je vais donc risquer ma chance une dernière fois au salon d'hiver. J'ai beaucoup travaillé mon grand violoncelliste. J'espère que la critique ne s'en désintéressera pas. Lettre suivante, celle-là est de octobre 49, en mai 50. Les indépendants ne l'acceptent pas, le grand violoncelliste, parce qu'il a déjà passé dans le jury, salon d'hiver. C'est dommage. Il m'aurait peut-être enfin donné une chance devant la critique. Pauvre tableau, j'y ai travaillé 4 mois. Si j'étais à Paris, je pourrais peut-être trouver le moyen, si tant est qu'il en vaille la peine, car tout est là. Je ne tiens pas à me ridiculiser de le présenter à un prix quelconque. Mais je ne connais rien de tout cela, et je suis sur une planche, et puis au salon d'hiver, je n'ai même pas eu la moindre citation dans les journaux. C'est donc qu'il ne vaut pas grand-chose. J'ai offert ce tableau à un groupement culturel d'Annecy, mais je pensais tout de même qu'il aurait connu des moments plus heureux à Paris. Germaine Richier, on va encore revoir une autre photo du Christ. Je ne saurais vous dire combien j'ai été sensible à ce que vous avez écrit sur moi. C'est bien tardivement que je vous remercie et je tiens à vous dire que votre article me laisse toute heureuse. J'espère qu'un jour, j'aurai le plaisir de vous revoir à l'atelier et de vous montrer d'autres sculptures. Saint-Gier, vous l'avez ici, en bas, et l'autre, son pendant, est ici, dans les collections permanentes du musée. Juste, je raconte l'anecdote. En 1950, au musée d'Art moderne, il y a une exposition sur l'art secret en France. Saint-Gier, il fait un tableau qui figure ici à Meudon, hein, il appartient au centre Pompidou. Mon oncle Marcel Bordelais, famille Bordelais, fils d'Alfred Bordelais, frère de ma grand-mère, voit ce tableau et veut l'acheter. Saint-Gier lui dit bah, c'est trop tard, le musée d'Art moderne me l'a acheté. Et mon oncle dit mais tant pis, vous m'en faites un autre. Et donc ce deuxième tableau est en bas, évidemment c'est pas le même. Et à la mort de mon oncle, papa a pris ce tableau dans sa collection. C'est un superbe tableau. Donc c'est la première fois qu'ils sont rassemblés au même endroit. Hein. Saint-Gier, je suis touché de l'intérêt que vous voulez bien me porter. Cette exposition représente pour moi le travail d'une année qui est assez décisif dans ma peinture. J'ai travaillé avec plus de joie qu'auparavant. Mes moyens se sont simplifiés, ce qui m'a permis, il me semble, de m'exprimer plus complètement et avec plus d'unité. Après la surexcitation de ces dernières années, j'ai essayé de retrouver un certain calme. Malgré les apparences extérieures, j'ai l'impression d'avoir serré la réalité de beaucoup plus près, d'avoir plus directement et plus simplement retrouvé l'émotion et la lumière de la réalité, ou du moins son équivalent. J'espère que cette sensation est communicable aux spectateurs. Manessier. Vous allez voir Manessier, grand ami de papa. Lettre de Manessier en 52. Je vous remercie de votre lettre. Je suis très sensible à votre éloge parce que vous êtes l'un des rares hommes qui avait porté attention à cet art depuis sa naissance en 1942. 10 ans de fidélité, cela compte. Et je sais combien vous m'aviez accordé votre confiance. Je suis content de voir que je ne vous ai pas déçu. Cependant, un grand chemin obscur reste à parcourir et c'est peut-être la partie la plus difficile du voyage. Je vous demande de m'accorder une nouvelle fois votre confiance. Plus tard, en 68, je reçois de Manessier, toujours reçois avec motion, votre très beau texte pour le catalogue de cette exposition que M. Collot organise. D'ailleurs, je ne l'ai pas retrouvé. Et vous avez eu la gentillesse de me demander mon avis avant de l'envoyer. Mon avis, c'est que c'est très bien.
Peut-être, afin de moins m'idéaliser, de me rendre un peu moins lisse, pourriez-vous parler à certains endroits de mes violences, de mes ombres, de mes déchirures? Bien sûr, je ne suis pas un peintre d'histoire, mais les ombres du mal et les nuits qui passent sur notre pauvre monde, comme dernièrement cette guerre du Moyen-Orient, comme en ce moment cette honteuse guerre au Vietnam, font de moi parfois ce peintre tragique, angoissé, voire révolté. Donc vous avez une expression dans un extraordinaire tableau qui est au fond, là, qui est hommage à la mère d'un condamné à mort, tableau qu'il a peint la nuit de l'exécution de Puy-Antiche, vous savez, ce jeune basque qui avait été exécuté par Franco, il avait 18 ans, et donc il a fait cet extraordinaire tableau que Beaubourg ne juge pas digne de ses Simèzes, mais qu'il a mis à disposition de Meudon. André Marchand, cher Bernard Dorival, je prépare une exposition comprenant des toiles séchonnement de 3 ans, le vernissage Rodin. J'aimerais vous présenter les tableaux dans mon atelier avant l'accrochage, pour y avoir la gentillesse de me dire, etc. Bon, je passe là-dessus, et puis Soulage. Bernard Dorival, c'est un hommage qu'il a fait, était un homme de droiture et de courage, sans se soucier d'autre chose que d'une fidélité à ses goûts. Il a défendu avec passion et talent l'art qu'il aimait. Si ses jugements sans tiédeur ni prudence lui ont fait parfois des ennemis, on l'a vu tout à l'heure, ils lui ont surtout valu des amitiés indéfectibles. Jacques Bus a fait un très bel hommage aussi à papa, là ça a été après sa mort. Il nous accompagnait avec un intérêt tendre pour nous et sans concession pour notre œuvre. Certes, Dorival a toujours privilégié l'art français, et précisément la peinture, ce qui ne l'a pas empêché de s'exprimer sur Chirico, Lanskoï ou Dali, et de se manifester partie prenante dès l'apparition imprévisible du sculpteur César. Seulement, il a toujours professé qu'un historien de l'art contemporain ne pouvait honnêtement partager les affres de la création que des artistes de sa génération. Sa génération, c'était les Bazaine, Manessier, et jusqu'à Soulage, mes amis et moi-même. Puis plus loin, dans le cas de Dorival, très mélomane du XVIIIe, papa aimait beaucoup la musique Bach, Mozart, il était préparé à la revendication par les artistes de l'abstraction de l'autonomie de leur art envers la représentation et la réalité. Vous avez un petit film magnifique de Manessier où il insiste beaucoup sur le rapprochement entre la peinture qu'ils font et la musique, en disant finalement maintenant, ce qu'on a découvert, c'est la forme et la couleur. On n'a plus besoin de la figure. Et en ce sens, c'est de la musique. Et plus loin, ces péripéties ont contribué à décider le normalien, anciennement déserteur de l'enseignement, à rejoindre ce qu'il a qualifié de son alma mater, où il m'a donné l'occasion, alors que j'étais à peine bachelier, de professer à son côté en Sorbonne. Décidément, ce normalien n'était pas très conforme à la norme, mais il était pour nous tellement approprié. Et Quinault, un dernier hommage, parce que c'était très beau aussi. Quant à nous les peintres, depuis les plus connus jusqu'aux plus modestes, ils ne cessaient de s'intéresser à notre navigation solitaire et à nos recherches. Conservateur en chef du Musée national d'art moderne, il prenait la peine de se déplacer pour venir voir nos expositions, malgré ses nombreuses obligations. Même jusque dans les plus modestes galeries, il n'était pas rare que grâce à lui, la commission d'achat vienne acquérir pour l'État une œuvre peinte, sculpture, gravure, qu'il avait minutieusement et longuement choisie. Voilà ce que... Et pour terminer, cette image d'un bout de litho d'Artoum qui a cette phrase magnifique « Je vous remercie infiniment pour votre grande amitié ». Il était très lié avec Artoum. Enfin, dernier aspect de mon père, et on va y aller très vite, c'est que malgré tout ça, c'était un père extraordinairement présent et aimant. On va le voir dans quelques images. Là, je suis le petit blond, l'avant-dernier, là. Ça, c'est en 1950, dans notre maison à la montagne, à Saint-Gervais. Un peu plus loin, vous avez là papa et maman, beaucoup plus tard. Et puis, dernière image, c'était les 50 ans, les noces d'or de papa et maman. On a un rassemblement familial. Papa déjeunait tous les jours à la maison. À cette époque-là, on circulait assez facilement dans Paris. Et il allait de la rue Notre-Dame-des-Champs au musée d'art moderne. Ça lui demandait un quart d'heure en voiture. Il n'y avait pas de problème pour se garer encore à cette époque. C'est au milieu des années 60 que ça devenait difficile. Donc il venait toujours. Et on avait des déjeuners toujours évidemment très intéressants. Et il jouait beaucoup avec nous après le déjeuner. On faisait le train espagnol. Plein de choses comme ça quand on était petits. Puis après, éventuellement, il nous faisait travailler. Anne faisait du latin avec papa de temps en temps. On travaillait beaucoup. Et il était, à Saint-Gervais, il était aussi très présent. Et un jour, il travaillait. Un jour, on allait en montagne, se promener en montagne avec lui. On jouait beaucoup. Vous verrez dans le texte que Jeanne Bus, la femme de Jacques Bus, a fait, là, dans le catalogue.
Elle raconte comment elle est étonnée de voir les ours sauter sur le ventre de papa en disant nanar, nanar, nanar. On l'appelait nanar. Mais et je crois que tous ces enfants, beaux enfants, petits enfants, ont eu une passion pour cet homme. Hein. Mais mes 4 enfants ont vécu une partie de leur vie chez leurs grands-parents, dans la grande adolescence. Ils en gardent des souvenirs assez extraordinaires. Voilà ce que je voulais dire sur papa et l'homme des musées. Je voudrais centrer le propos, mais c'est comme ça qu'on l'avait prévu ensemble, tous les deux, rassurez-vous, précisément sur Dorival le conservateur, parce que, là encore, vous voyez qu'on est l'un et l'autre dans ce mouvement. Vous avez, dans ce récit extrêmement vivant que Pascal vient de vous faire, le souvenir, dans ce qu'il a de plus fort, d'une relation familiale et affective. Et voici que cet homme exceptionnel risque, pour le quart d'heure, 20 minutes qui m'est échu, de lui échapper. J'espère qu'il n'en voudra pas. Parce que précisément, et vous l'avez compris, ce père aimant, cet homme au goût très sûr, est aussi un des professionnels les plus étonnants du monde des musées de l'immédiate après-guerre et jusque les années 70. Et la première chose, je commencerai un petit peu par là, c'est que c'était précisément pour moi-même d'abord, et pour Franck Devedjian aussi maintenant, une véritable aventure que de rentrer dans cette mémoire familiale et dans cet univers, je parle vraiment d'univers, cet univers artistique de Bernard Dorival que ni Franck ni moi-même, sauf erreur, n'avons connu. Nous étions l'un et l'autre trop jeunes pour avoir pu avoir la chance de travailler avec lui. Les Villadier l'ont connu, très bien. Voilà, mais c'était une autre génération. Donc, ne connaissant pas l'homme, et finalement être amené à travers cette mémoire à saisir le professionnel à travers l'homme. Et c'est, me semble-t-il, une sorte d'aventure tout à fait singulière, une vraie chance pour nous de pouvoir rentrer dans cette aventure et rentrer d'une certaine manière dans l'art par sa phase la plus troublante qui est la phase intime. Mon envie est de resituer un petit peu rapidement le propos qui vous a été fait et de parler un petit peu. Donc, je ne sais pas si je vais parler de Bernard Dorival conservateur, ne l'ayant pas connu, mais finalement parler un petit peu de cette problématique du métier de conservateur pour peut-être comprendre encore mieux à la fois l'homme, Bernard Dorival, et son rôle absolument capital dans notre profession et dans le tissu des musées français. Et au-delà de ça, être amené, ça c'est quelque chose qui est peut-être moins présent évidemment dans ce propos, être amené à résoudre cette espèce d'apparente contradiction entre le conservateur, je voudrais quasiment dire le fondateur du Musée national d'art moderne, et le fondateur, ça je peux le dire sans problème, du Musée national de Port-Royal des Champs. Pour le Musée d'art moderne, Cassou a joué le même rôle que lui. C'est les cofondateurs. Oui. Ils sont cofondateurs, mais on sent effectivement la personnalité forte de l'homme. Ils voilà sont donc partagé les rôles. Oui. Ils avaient une demi-génération, donc l'un a pris les artistes de son âge, l'autre les plus jeunes. Voilà. En tout cas, vous voyez qu'on est en présence de deux fondations, de musées nationaux, et pas des moindres, puisque ce sont des fondations, même si le musée d'art moderne est une idée du Front populaire, c'est un musée qui n'ouvre que sous la 4e République, ce qui veut donc dire que Bernard Dorival a fondé les deux seuls musées de la 4e République. Et qui sont, vous voyez, parfaitement antinomiques peut-être pas d'ailleurs, puisque l'un est un musée qui traite essentiellement du XVIIe siècle avec un appendice XVIIIe et un peu XIXe, et l'autre qui traite de l'art vivant. Alors, peut-être, et c'est pour bien vous situer finalement cet homme dans le milieu professionnel, c'est une question qu'on nous pose à nous encore aujourd'hui, mais ça fait quoi un conservateur ?
Et puis finalement, qu'est-ce qu'un conservateur? Comment est-ce qu'on devient conservateur? Il faut bien voir que dans le cas de Bernard Dorival, et ça Pascal l'a montré, on n'est pas du tout dans le mode de recrutement et les circulations que nous connaissons nous aujourd'hui, puisque vous voyez que c'est un normalien, c'est un littéraire, c'est quelqu'un qui a une formation parfaitement classique pour son époque, à tous les sens du terme, normalien et qui plus est agrégé de lettres classiques, donc rien qui, a priori, le conduirait à des carrières dans les musées, puisque à l'époque, évidemment, l'école du Louvre existe déjà, mais ça n'est pas un homme qui, à la base, a une formation d'art. C'est un littéraire, peut-être précisément parce que c'est l'école normale qui fournit à l'époque les élites et les encadrements des grandes structures administratives et accessoirement une large partie du personnel politique, cela avant la création d'une école fortement décriée aujourd'hui qu'on appelle l'école nationale d'administration. Voilà. Donc c'est sans doute dans ce contexte-là, vous voyez, c'est un homme qui fait partie de cette élite culturelle attachée à l'école normale et qui, par choix, par goût, et peut-être à la suite d'un certain nombre de circonstances, qui parvient à franchir la porte des musées. Vous voyez qu'on est dans un processus qui est encore un processus qui a existé jusqu'à la création de l'école puis Institut national du patrimoine aujourd'hui, qui forme maintenant les professionnels des musées, alors que à ces époques-là, on est finalement dans une époque de transition où le 19e siècle confiait les grands musées aux peintres couverts de gloire, mais parfaitement démodés et sans commande artistique. Je pense, je sais pas, Célestin Nanteuil, directeur du musée de Dijon à la fin du Second Empire, par exemple. À ce qu'on a appelé la liste d'aptitudes, finalement des gens qui pouvaient être reconnus par leurs compétences capables de pouvoir prendre la responsabilité d'un musée qu'à l'époque on pouvait appeler ou classer ou contrôler, mais pas de formation spécifique. C'est donc, voilà, un homme de culture classique qui rentre dans les musées. Je crois que là aussi, et je voudrais juste reprendre, sans insister beaucoup là-dessus, je crois que l'autre chance de Bernard Dorival, c'est précisément ce milieu familial exceptionnel. Parce que je pense que c'est à l'école de son grand-père Beurdelais qu'il a acquis ce regard, ce goût, cet œil, et peut-être probablement cette aisance dans le monde des créateurs contemporains qui le rendait naturellement susceptible d'être un grand conservateur d'un musée en devenir qui était ce musée national d'art moderne. J'allais donc dire que, vous voyez, dans finalement cette période où les choses sont sans doute moins complexes que dans notre société très normalisée, avec des carrières bien tracées et parfois bien trop étanches, c'est un ensemble de prédispositions qui permet à l'homme de rentrer sans passer par un certain nombre de voies trop balisées aujourd'hui dans ce type d'institution. Je ne reviens pas sur ce rôle de Bernard Dorival au Musée national d'art moderne, c'était l'essentiel du propos de Pascal. Je voudrais simplement donner quelques éléments de réflexion sur ce qu'il a pu dire et pour aller plus loin précisément sur Bernard Dorival et ce Musée national d'art moderne. Vous l'avez compris, on est en présence d'un musée en devenir parce qu'il n'existe pas, donc ce projet de l'avant-guerre qui voit jour dans l'après-guerre. C'est un musée en devenir également parce que, et c'est peut-être là le problème, c'est un musée d'artistes vivants. Là-dessus, je voudrais juste poser en fait trois questions. La première question, bien sûr, c'est la question des collections. Question des collections, puisque, vous l'avez compris, s'adressant aux artistes vivants, se rendant dans les ateliers, fréquentant les salons, les galeries, on est en présence d'un véritable dilemme qui existe encore pour nos collègues qui ont des collections d'art contemporain et qui continuent à acquérir et à enrichir ces collections. On a les mêmes questions aujourd'hui aussi dans les fonds régionaux d'art contemporain. Quels sont les critères, quelles sont les raisons qui vont conduire un professionnel de musée à retenir
l'œuvre d'un Bazaine, l'œuvre d'un de Staël, ou à rejeter, parce que Pascal ne l'a pas dit, l'œuvre d'un Lorgeon. Et il en a acheté. On est déjà malade. Il a fini par en acheter. Mais il y a cette vraie question qui est la question du goût, la question du choix. Et puis, on l'a entendu, c'est encore le cas aujourd'hui, la question économique. La question économique liée précisément au coût d'une œuvre et au prix d'achat que l'État ou les collectivités responsables de collection sont susceptibles de pouvoir mettre pour faire rentrer dans les collections publiques une œuvre d'un artiste donné. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est précisément la question de ces musées d'artistes vivants. Éternelle question, si je peux le dire, puisque finalement, voilà 200 ans que nous avons en France des musées d'artistes vivants. Le musée d'artistes vivants, vous le connaissez pour le 19e siècle, c'était le musée du Luxembourg. Je pense que, en l'occurrence, le musée national d'art contemporain n'est absolument plus dans la même logique. Le musée du Luxembourg, c'était l'antichambre du Louvre, c'est-à-dire dans une sorte de concours académique qui permettait de distinguer parmi les artistes vivants ceux qui seraient les dignes successeurs de leurs grands ancêtres dans les grandes collections publiques nationales au Louvre. Et lorsque l'artiste mourait, il passait du Luxembourg au Louvre. Avec des effets retard, parce que l'administration a toujours été la même, qu'on soit au 19e ou qu'on soit au 20e. Parce qu'on voit par exemple qu'un artiste, que moi je montrerai bientôt à Port-Royal, qui s'appelle Bracassa, meurt en 67, mais est toujours exposé au Luxembourg en 73. Il a fallu le temps sans doute que la note administrative arrive pour le transfert vers le Louvre. Mais on est dans une véritable logique qui ne semble plus aujourd'hui être la nôtre, puisque finalement on se trouve en présence d'une institution qui est créée à un moment donné, qui constitue des collections, et on a le sentiment que ce mouvement des collections, à l'intérieur même du réseau des musées, soit de l'État, soit des collectivités, ne fonctionne plus. On est en présence d'un musée en crise en 69, Pascal l'a montré. Pourquoi a-t-on rempli ce musée national d'art moderne de toutes ces vieilleries démodées, peuvent dire les gens de 69? Mais ce n'étaient pas des vieilleries démodées lorsqu'elles sont rentrées dans les années 50. On a bien ce problème-là. Et la revendication, finalement, des 68 arts, déménageons les vieilleries du musée d'art moderne, pourrait très bien se reposer aujourd'hui. Est-ce que Beaubourg continue à être le lieu d'acquisition et de présentation de l'art moderne? C'est peut-être le cas, mais que deviennent donc du coup ces collections qui progressivement se patrimonialisent? Et toute la question est sans doute une question commune à se poser sur comment est-ce qu'une collection d'artistes vivants devient une collection patrimoniale, avec une autre question, on la connaît aussi, qui est l'évolution du goût. Comment un artiste acheté de son vivant peut rentrer comme un maillon constitutif de notre histoire commune de l'art, ou comment est-ce qu'il en est exclu? Toujours pour reprendre un exemple 19e, vous avez à peu près un gros tiers des collections achetées entre 1870 et 1914 qui ne sont pas présentées au public aujourd'hui. Parce que le goût a évolué et parce que notre reconstruction rétrospective de l'histoire de l'art a conduit à exclure un certain nombre d'artistes qu'on juge de manière souvent trop sommaire comme de purs académistes sans génie, alors que simplement ils ne participent pas d'un mouvement général d'histoire de l'art. Ce qu'on a pu reprocher à Bernard de Rival en 69 s'inscrit, me semble-t-il, dans la même logique et pose simplement la question de notre responsabilité professionnelle. Lorsque nous achetons des œuvres, nous les achetons d'abord pour la délectation du public, pour le plaisir, pour la transmission, mais nous avons aussi effectivement une véritable mission, mais qui est ambivalente, de pouvoir peut-être choisir ce qui correspond au goût du public pour lequel nous travaillons, mais construire aussi une histoire par rapport à ce que nous faisons entrer dans nos collections. Donc la constitution d'une mémoire collective, en responsabilité pour un conservateur, c'est sans doute ça, à mon avis, la chose la plus importante pour Bernard de Rival au Musée national d'art moderne. Deuxième aspect, deuxième question,
c'est Bernard Dorival, le conservateur de Port-Royal. Là, je vais pouvoir être un tout petit peu plus abondant, puisque Pascal n'en a pas parlé. Sans l'être trop, rassurez-vous. Deuxième musée national, créé par la 4ème République, et il n'y en a que 2 pendant cette période. Musée complètement antinomique, puisqu'on est dans un espace qui est l'espace plutôt du XVIIe siècle, et qui pose là encore la question de comment cet homme est arrivé là. Une anecdote que les enfants de Bernard Dorival racontent souvent, elle est magnifique, je me l'approprie avec leur permission. C'est un conservateur bénévole, puisqu'il le fait en plus de l'immense travail qu'il mène au Musée national d'art moderne. Rapidement pour l'histoire de cet établissement, le site de Port-Royal est une propriété privée à multiples propriétaires jusqu'à la fin de la guerre. La mise en vente du domaine émeut les pouvoirs publics, c'était le bon temps. Il y a d'autres domaines en vente aujourd'hui qui n'émeuvent personne. Et sur une rumeur qui tendrait à laisser entendre que peut-être les jésuites rachèteraient Port-Royal. Les jésuites ont hésité entre les Fontaines et Port-Royal. Deux personnalités marquantes de l'époque arrivent un jour dans le bureau du secrétaire d'État aux Beaux-Arts de l'époque. Ces 2 personnages sont Mauriac et Monterland, et disent « Monsieur le secrétaire d'État, il faut sauver Port-Royal ». Vous savez, et ça n'est pas neuf, lorsque vous avez un bâtiment sur les bras, vous avez toujours un élu, un député, un maire, que sais-je d'autre, qui vous dit oh bah, si vous ne savez pas quoi en faire, faites-en un musée. Ou faites-en une galerie d'art. Voilà. Enfin, disons que l'alibi culturel ou patrimonial est souvent une réponse, la plus simple, en apparence, pour pouvoir réussir à donner une sorte de second souffle, de seconde vie à un bâtiment ancien, historique ou patrimonial. C'est le cas effectivement de Port-Royal, avec une véritable problématique, qui est que, moi c'est une chose que je dis aux étudiants que je peux avoir, un musée ce sont des collections. Et qu'on ne crée pas un musée ex nihilo, on est sur le même problème que sur le problème rencontré, évoqué tout de suite, sur le Musée national d'art moderne. Alors, pour ce qui est de Dorival, la première chose, premier aspect, on va retrouver finalement les mêmes caractéristiques, c'est d'abord un littéraire. Et c'est un littéraire amoureux de Racine, par amour de la langue, je pense, et amoureux de Racine à travers, ou au nom, dirais-je, d'un engagement religieux personnel, donc fasciné par Port-Royal, dans ce que Port-Royal, à travers Racine, porte d'héritage religieux. À ce titre-là, et pendant qu'il gardait les collections évacuées de Paris pendant l'occupation, il écrit, sans note de mémoire, un ouvrage qui s'appelle Du côté de Port-Royal et qui est une formidable biographie du jeune Racine élevé à Port-Royal. C'est une des raisons, il y en a d'autres, qui ont conduit le secrétaire d'État à dire « Monsieur Dorival, vous avez encore les dimanches pour vous occuper de créer ce musée nouveau que nous appelons tous de nos voeux. » Voilà. Donc, premier aspect, donc, c'est le normalien, finalement, et le littéraire qui se trouve nommé à la tête de ce musée qu'il faut créer. Autre aspect, à mon avis, fascinant, et qui montre sans doute, là aussi, la grande souplesse intellectuelle et la prodigieuse capacité de travail de Bernard Dorival, c'est qu'on voit très vite que lorsqu'on lui confie ce musée, il adhère rapidement à l'état de la recherche historique de l'époque. Et la recherche historique de l'époque sur le Port-Royal et le jansénisme, ça n'est pas rien, puisque vous avez d'un côté Jean Orcival, et vous avez de l'autre côté Thavenot. C'est-à-dire, je dirais, sans malice et sans aucun esprit de polémique aucun, les derniers réels historiens de Port-Royal, qui sont, là encore, dans un moment où on est en train de mettre et de construire une connaissance historique de Port-Royal. Bernard Dorival, comme conservateur, se coule complètement dans l'historiographie de l'époque pour essayer de
construire et d'imaginer le parcours. J'ai fait allusion à l'engagement religieux de Bernard Dorival, ce qui est aussi tout à fait remarquable dans ce travail à Port-Royal, et ce qui, à mon avis, est très intéressant dans l'analyse que je vous propose de l'homme dans son rôle administratif, c'est que précisément la question religieuse n'apparaît pas ou ne prend pas place dans la conception du musée tel qu'il le met sur pied dans les années 50. Il y a une véritable séparation entre ses convictions personnelles et la façon dont il a voulu traiter le musée. À ceci près, je voudrais quand même, juste une parenthèse que je rajoute en écoutant Pascal, souligner malgré tout que, à travers le récit que Pascal vous a fait, vous pouvez aussi sentir que le conservateur, sur la question religieuse, mais c'est vrai pour d'autres questions, peut avoir aussi un véritable rôle sur des questions de société. Et si on n'en prend que, finalement, la question religieuse, vous voyez comment Bernard Dorival intervient 2 fois dans le débat, non pas religieux, mais de l'art religieux. Le premier, avec Germaine Richier, qui est vraiment cette question du discours artistique attaché à la sphère religieuse, et ce qui est une véritable question, et une véritable question, vous voyez que la polémique pose bien la question religieuse, question esthétique. J'aurais tendance à poser aujourd'hui la question, dans un univers plus serein, est-ce qu'on peut vraiment dissocier ces 2 questions? Je me contente de poser la question. L'autre intervention, et c'est plutôt dans une mise au contexte, que le fait que Jean 23 demande à des conservateurs un avis technique sur l'ouverture des salles du musée du Vatican, qui est un des musées les plus extraordinaires en art classique, précisément, antique et classique, ouverture de ces salles à l'art contemporain, c'est bien aussi une expertise dans un contexte qui est un contexte tout à fait particulier, du début du Concile Vatican II, et de la question de la place des décors ou des objets d'art ou des objets religieux dans le contexte d'une Église qui cherche à rénover ses cadres et son contexte. Vous voyez que, là encore, il ne s'agit pas d'une intervention de type prosélytisme religieux au sein d'un discours professionnel, mais bien d'une expertise qui peut accompagner des questions qui, au-delà même de la conservation, se posent sous l'angle d'une construction sociale ou d'une construction culturelle attachée au monde social. Je crois que c'est quelque chose que je voulais souligner, et souligner en creux, parce que précisément, ce n'est pas le propos de Dorival à Port-Royal, qui s'est tenu à une analyse plus politique et plus littéraire et philosophique de la question sur le musée. Là encore, et c'est là que ce métier, à mon avis, est un métier merveilleux, il faut voir que c'est peut-être un des rares métiers où on peut avoir une liberté d'action sur le devenir de ce type d'institution, toujours pareil, en prise avec le souhait et la demande des publics qui viennent. Car si ce musée de Port-Royal, dans sa conception, est à l'époque un musée d'histoire politique et un musée d'histoire, c'est même pas un musée d'histoire, un musée identitaire d'une France classique, et qui se croit encore classique à l'époque, le musée de la belle langue, le musée du XVIIe comme le modèle social partagé. Bernard Dorival, par son goût personnel, et c'est le dernier aspect, l'ouvre à l'œuvre de Philippe de Champaigne pour en faire aussi un musée d'art, ce qui, peut-être, ne rentrait pas initialement dans la commande. Un dernier aspect, et un aspect également étonnant, cet homme incroyable qui fait des biographies des plus grands artistes du XXe siècle, travaille depuis la fin des années 40 à une grande thèse d'histoire de l'art, cette fois-ci classique. Classique sur l'œuvre de Philippe de Champaigne, dont il fera le premier grand catalogue raisonné de l'œuvre, peinte, dessinée, gravée, qui est un travail absolument colossal, le travail d'une vie,
travail d'une vie qui transparaît dans un choix qui lui est personnel et qui fait évoluer durablement cette institution vers autre chose. Voilà, une fois encore, comment une personnalité peut influer malgré tout sur le destin d'une institution. Voilà un petit peu les grandes lignes, je ne veux pas aller tellement plus loin. Vous avez eu une abondance d'informations sur cet homme incroyable qui était Bernard de Rival. Je voulais simplement reprendre en conclusion tout ce qui avait pu être dit sur cet homme. Vous l'avez compris, c'est un homme d'un goût incroyable, qui a eu, par les hasards de la vie et aussi par un certain nombre de démarches volontaires, l'extraordinaire chance de côtoyer les plus grands artistes de la deuxième moitié du XXe siècle, qui a eu la chance d'avoir entre les mains les destinées de plusieurs institutions qui comptent aujourd'hui dans le réseau des musées. C'est un homme qui a sans cesse exercé son métier avec une immense passion. Il est toujours là, dans les endroits où il a travaillé. Et je prendrai pour conclure simplement ce mot par lequel Franck Devéjian a ouvert cette soirée, c'est un honnête homme.